Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, le séjour bissau-guinéen du Premier ministre Artem Seleagodi Ormezoulou a assisté dans la capitale bissau-guinéenne à l'investiture de José Mario Vaz, devenu officiellement depuis hier le nouveau président de la Guinée-Bissau. Le Premier ministre a représenté le chef de l'État. Ce nouveau partenariat ministère des droits de l'homme, programme des Nations Unies pour le développement, un partenariat qui devrait faire la promotion des droits humains sur les 4 prochaines années. L'accord repose sur le plan de travail annuel du ministère des droits de l'homme, des droits humains évoqué largement ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous, nous l'annoncions donc en titre tout à l'heure, l'investiture hier à lundi à Bissau de José Mario Vaz. Nous commençons donc par cette image, il devient officiellement président de la Guinée-Bissau. Et parmi les délégations qui ont assisté à son investiture, eh bien, il y avait celle du Togo, conduite par le Premier ministre Artem Seleagodi Ormezoulou. Il a représenté le chef de l'État dont il a transmis un message au nouveau président bissau-guinéen. Le compte rendu de Joël Aziadapou. Compatriotes du pays immédiat. Je demande à tous les Bissau-Guinéens de me prêter main forte pour construire ensemble ce pays où tout est à refaire et continuer ainsi à faire progresser la Guinée-Bissau. C'est en ces termes que le nouveau président élu de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, s'est adressé à ses compatriotes dans son discours d'investiture hier au stade du 24 septembre à Bissau, devant notamment des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest, des personnalités diverses et une foule immense en liesse venue acclamer et encourager le nouveau président. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Kwesi Seleagodi Ormezoulou, a représenté le président de la République, Faure Essozina Nyazingbe, à cette cérémonie d'investiture. Après avoir prêté serment devant les plus hautes autorités judiciaires de son pays, José Mario Vaz, élu président le 18 mai dernier, avec 61,9% des voix, a reçu les attributs de ses nouvelles fonctions. Il a promis de faire de son pays un État démocratique et prospère afin de garantir un avenir meilleur au peuple bissau-guinéen. Il a aussi et surtout remercié la communauté internationale, en l'occurrence les États de la CEDEAO, pour leur contribution au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Peu de temps après la cérémonie d'investiture, le chef du gouvernement Seleagodi Ormezoulou a été reçu en audience par le tout nouveau président élu de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, à qui il a transmis le message de félicitations et les vœux du président de la République togolaise, Faure Essozina Nyazingbe. L'objectif du président de la République aujourd'hui, c'est d'attaquer très fort le problème de la pauvreté en Guinée-Bissau, qui devrait être accompagné avec la situation de la sécurité du pays. Là, j'ai pris les sons de mon frère, le président Faure, qui m'a conseillé de faire tout ça doucement et je suis vraiment convaincu avec le conseil que j'ai reçu de la part du président Faure. Sera très important pour nous, on va le suivre. Malheureusement, je suis un peu triste parce que je voudrais voir mon frère là, mais j'ai déjà reçu toutes les informations, mais j'espère un jour de voir le président Faure chez nous. À 57 ans, José Mario Vaz, ex-ministre bissau-guinéen des Finances, devient le 4e président démocratiquement élu depuis l'avènement en 1994 de la démocratie en Guinée-Bissau. Comme à son arrivée à Bissau, le chef du gouvernement, Kwesi Seleagodi Ormezoulou, a été salué à son départ par son homologue, Ruiz Duarte Barros, de la transition bissau-guinéenne. Le chef du gouvernement Artem Seleagodi Ormezoulou, qui par ailleurs a ouvert ce matin à Lomé les travaux de la revue annuelle des activités sanitaires. L'exercice porte sur l'agenda 2013, véritable diagnostic entamé donc ce matin par les différents acteurs impliqués dans le système santé au Togo. Les précisions de Essoram Théotéou.
Gestion axée sur le résultat. C'est ce qu'on peut dire de la nouvelle forme de gouvernance appliquée au département de la santé. Les témoignages sont éloquents à ce sujet. Le préfet du Golfe et Sozone Kofi Melebou a relevé les efforts du gouvernement qui ont permis d'améliorer les offres de soins de santé et l'exhorte à faire davantage. Le système des Nations Unies par la voix du Dr Lucille Mboua, représentante résidente de l'OMS au Togo, a elle aussi laissé entendre sa satisfaction eu égard au progrès enregistré dans ce domaine. Elle promet un soutien à ce département. En 2011, ce ministère s'est doté d'une nouvelle politique nationale de santé et d'un plan national de développement sanitaire, assorti de l'obligation de tenir des revues annuelles. La revue annuelle des activités sanitaires de 2013 est donc une occasion de bilan et d'évaluation des plans et stratégies mis en place. La grande préoccupation de notre département découle toujours du plan national de développement sanitaire. Il y a 5 axes qui sont prioritaires pour nous. Il s'agit de la santé maternelle et infantile, de la santé infanto-juvénile et néonatale. Il s'agit du développement des programmes même du ministère de la Santé dans le renforcement du ministère. Il s'agit également de renforcer les actions de lutte contre les maladies non transmissibles et de revoir quelle est la politique de coopération du ministère de la Santé avec les divers parties prenantes et les partenaires qui contribuent à la mise en œuvre des activités du ministère de la Santé. Toutes les initiatives ne visent que l'amélioration du système de santé. On peut citer entre autres la réorganisation du ministère de la Santé avec l'élaboration d'un nouvel organigramme, le recrutement de plus de 3000 diplômés pour renforcer le personnel, la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Pour le Premier ministre, rien n'est possible sans le capital humain sur lequel il mise davantage. La rencontre de ce jour, qui se veut une rencontre d'autocritique et de remise en cause, mais pas seulement, de reconnaissance aussi des efforts qui ont été faits par l'ensemble du secteur, est capitale pour le département et elle nous permettra de passer au peigne fin les activités que nous avons menées en 2013 afin d'identifier les points forts et les points à améliorer en vue de prendre des mesures appropriées pour le renforcement continu de notre système de santé dans l'intérêt supérieur de nos populations. Pendant 3 jours, nous aurons donc à évaluer nos interventions de 2013 dans le cadre de notre plan national de développement sanitaire, instrument de notre politique nationale de santé. Durant nos travaux, nous devons avec un esprit critique et un esprit d'ouverture identifier les forces et les faiblesses du système national de santé afin de réorienter nos actions vers des stratégies plus efficaces et faciliter ainsi la prise de décision. Je suis persuadé que le secteur regorge de compétences nécessaires pour atteindre ces objectifs. En tout cas, je le découvre quotidiennement avec le plus grand plaisir tous les jours. Et ma présence ici ce matin n'est pas simplement parce que j'assure la responsabilité de la direction du ministère, mais aussi pour vous donner aussi d'encouragement, aussi de soutien permanent du gouvernement. Vous pouvez encore faire plus, vous devez encore faire plus. Je suis persuadé que vous pouvez le faire. Il sera présenté au cours de cette revue à mi-parcours le point sur la mise en œuvre des recommandations de 2012, le rapport de performance de 2013 ainsi que des communications sur la gouvernance et la redevabilité, la couverture sanitaire universelle avec cette interrogation, comment réduire le paiement direct des ménages. Et l'accent, vous l'avez entendu, est aujourd'hui mis sur le capital humain, sur des soins de qualité également. L'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo s'inscrit dans ces normes. Les chirurgiens dentistes qui ont investi ce mardi leur conseil national. C'est Dr Georges Tokofai qui préside désormais aux destinées de cet ordre. Aliou Ourotichari et Demsoussou. Pour les spécialistes des soins dentaires, les maladies bucco-dentaires notamment, la carie et les paradontopathies ne doivent plus constituer des causes de perte en vie humaine. Une lutte que veut intensifier le 2e bureau du Conseil national des chirurgiens dentistes du Togo. Investi ce jour, le Conseil national des chirurgiens dentistes du Togo, composé de 12 membres, dont 9 titulaires et 3 suppléants, sera conduit par le Dr Georges Tokofai. Nous avons le devoir d'offrir des soins de qualité qui sont à la mesure des connaissances actuelles. Et donc mon premier rôle, c'est de moderniser l'ordre, de moderniser l'exercice de la profession dentaire dans notre pays pour la satisfaction de nos populations. Nous voulons lutter contre l'exercice illégal de cette profession et pour nous permettre de renouer
avec notre population pour que la population sente que les chirurgiens dentistes sont prêts à leur offrir des services de qualité dans la sécurité. Le métier de chirurgien dentiste semble aujourd'hui être le parent pauvre de la médecine. L'OMS recommande un ratio de 1 chirurgien dentiste pour 6 000 personnes. Notre pays ne compte que 32 dentistes, ce qui équivaut à un ratio de 1 dentiste pour 215 000 personnes. Le gouvernement est conscient de la situation et appelle ceux qui sont présents sur le terrain à exercer le métier dans les règles de l'art en attendant des appuis de l'État. Le gouvernement s'efforcera de réfléchir et de déterminer certains actes prioritaires parmi lesquels la formation initiale des chirurgiens dentistes pour pallier à la pénurie cruciale du personnel qualifié dans le domaine et rapprocher votre profession de la population. L'examen et l'adoption rapide en urgence du code de déontologie des chirurgiens dentistes, instrument fondamental pour la réglementation de la profession, car nous ne pourrons plus tolérer l'anarchie de quelque nature que ce soit dans aucun domaine et encore moins dans celui de la santé. Élus pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, ces dentistes s'obligent à assurer des soins de santé de qualité et conformes aux normes requises par la science telles que stipulées par leur code de déontologie. Ce qui concentre également l'attention dans cette édition, c'est les questions des droits de l'homme. On va signaler tout d'abord ce partenariat, nous l'en mentionné en titre, entre le ministère des droits de l'homme et le PNUD sur le plan de travail annuel du ministère. Et l'accord de partenariat porte sur les 4 prochaines années. Il devrait faire la promotion des droits humains. Isidore Koubatine pour les précisions. Le Togo s'engage une fois encore pour les 4 prochaines années à faire de la paix et de la consolidation des droits humains une priorité. La vision est ici soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme d'accompagnement, d'organisation et de promotion d'une culture des droits de l'homme. Le PNUD, à l'instar d'autres partenaires, a voulu apporter sa contribution. Cela consiste bien sûr à soutenir tout l'aspect de vulgarisation du livre blanc, mais au-delà du livre blanc, à soutenir les actions de sensibilisation, d'information, de renforcement des capacités qui sont également inscrites parmi les recommandations de la CVGR. Le plan de travail annuel au ministère des droits de l'homme permet au gouvernement togolais de renouveler son engagement dans le renforcement des principes et valeurs et politiques démocratiques et le développement d'une politique tournée vers la paix et la réconciliation en tenant compte des recommandations de la CVJR. Le Togo est engagé dans un processus de réconciliation nationale et de consolidation de l'unité nationale. Et on ne peut pas faire la réconciliation nationale et la consolidation de l'unité nationale sans la paix. Et donc il y a un programme, il y a un volet essentiel de ce programme qui concerne l'éducation à la citoyenneté et les préventions des conflits. Il faudrait faire en sorte que nous ne soyons pas amenés à penser les plaies, mais plutôt à prévenir les blessures. Et donc désormais, le Togo va mettre un accent essentiel sur la prévention. Avec cet instrument, le Togo crée une fois encore les conditions optimales pour l'établissement des droits humains et prévenir la récurrence des crises sociopolitiques. Et parmi ces droits humains, on évoque précisément le droit à l'éducation des enfants handicapés. C'est à la faveur d'une étude commanditée par Plan International. Le rapport qui est fait de cette étude met en lumière les discriminations d'enfants l'objet, ces enfants handicapés. Les précisions de Carmen Madji à Kapou. La protection des enfants handicapés est un véritable défi tant pour la communauté internationale que nationale. 106 millions d'enfants dans le monde vivent avec un handicap selon l'OMS. Les acteurs s'activent donc à promouvoir un cadre protecteur des enfants handicapés à travers une étude qui a abouti à la publication d'un document intitulé « Hors du cercle ». Un document qui invite tous les décideurs et organisations de la société civile à l'action afin d'offrir un plein épanouissement aux enfants handicapés en favorisant leur droit à l'éducation et à la protection. Vous allez voir au niveau de ce rapport les difficultés rencontrées sur le terrain. Vous allez aussi voir les recommandations pour toute personne, toute structure qui veut initier des projets en faveur des enfants handicapés ou bien corriger les actions que vous menez sur le terrain en faveur des enfants handicapés.
L'éducation est un facteur majeur de développement et un droit pour les enfants. C'est pourquoi le gouvernement togolais fait des droits des enfants une priorité. De grands progrès sont enregistrés selon Dédé Aruefa Ekwe, ministre en charge de l'action sociale en matière d'inclusion de ces enfants. Les enfants vivant avec un handicap ont tout un potentiel qui peut être et doit être développé et que le gouvernement a mis au cœur de son agenda de l'éducation inclusive. Il s'agit tout d'abord d'un cadre stratégique basé sur une approche multisectorielle pour l'éducation et la protection des enfants handicapés. Il s'agit aussi d'un dispositif juridique solide pour l'éducation et la protection de nos enfants handicapés. Il s'agit de mécanismes mis en place pour la protection et la prise en charge juridique des enfants handicapés. Il s'agit des actions mises en œuvre pour assurer la santé des enfants handicapés et il s'agit aussi des actions qui sont mises en œuvre pour l'éducation des enfants vivant avec un handicap et pour tendre vers l'éducation inclusive généralisée. Pour les droits des enfants handicapés, je m'engage. C'est sur ces mots que tous ici présents ont fait le vœu de respecter. Et pour favoriser l'accès à la mobilité et à l'éducation aux enfants malvoyants, le CBM a fait don à la FETAF de cannes et de braille. L'éducation et la gestion des enfants handicapés dans nos écoles, qu'en est-il exactement aujourd'hui? Eh bien, voilà cela dans ce dossier de la rédaction dossier présenté par Derman Sangoya. Yawa, handicapée motrice depuis l'âge de 9 ans. Son handicap ne l'a pas empêché de poursuivre ses études au lycée de Blita. Aujourd'hui, en classe de seconde et sourire aux lèvres, tout porte à croire qu'elle a réussi à surmonter son handicap. Quand il faisait les travaux scolaires à l'école, je pensais que moi je ne pouvais pas faire ça. Donc j'étais toujours à l'écart et très triste. Une fois, on nous avait invité d'aller suivre une formation à Kagala. Et c'est là j'avais appris qu'il n'y avait pas de différence entre les personnes handicapées et les autres. Donc, lorsque j'étais arrivée chez moi, j'ai pris une décision. Yawa a donc réussi à rompre avec le complexe d'infériorité et comme elle, beaucoup d'enfants handicapés bénéficient de l'assistance de l'ONG Plan Togo et de ses partenaires sur le projet Promotion des droits des enfants handicapés à travers la réadaptation à base communautaire RBC. Entre autres actions menées sur le terrain, des visites d'échange d'expériences interclubs. L'avantage que nous trouvons dans cette activité, c'est que ces acteurs communautaires ont l'opportunité d'échanger dans le cadre de leurs activités en vue d'améliorer leurs pratiques dans la prise en charge des enfants handicapés. Un autre avantage, c'est que ces acteurs communautaires, en les mettant ensemble, ils se sentent beaucoup plus en confiance et donc expriment librement leurs difficultés. Aujourd'hui, les acteurs se félicitent du changement de mentalité sur la perception du handicap dans ces milieux ruraux. Actuellement, il y a une émergence d'une population d'enfants handicapés, j'ai dit cachés. C'est des enfants qui sont en train de grandir. Après 6 mois, 1 an, il faut remplacer ces appareils. Les parents ne sont pas toujours en mesure de le faire. L'autre difficulté également, c'est que le projet a suscité beaucoup d'engouement pour la scolarisation des enfants handicapés. Alors que les écoles au niveau de nos communautés ne sont pas tout à fait prêtes à accepter tous ces enfants. Les enseignants ne maîtrisent pas encore le langage des signes ou le braille pour pouvoir encadrer ces enfants au niveau de ces communautés. Plus de 6 000 enfants handicapés ont été identifiés dans les régions centrales et plateaux et bénéficient de l'assistance sanitaire. Si des résultats ont été obtenus pour l'épanouissement des enfants handicapés, des efforts restent à faire pour leur pleine intégration dans la société.
Il est 19h20, la suite du journal et ce constat révélé par les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, recensement réalisé en 2010 ainsi que l'enquête CUV 2011. Le constat c'est qu'il existe de fortes disparités de développement entre les différentes régions du Togo. Le dernier conseil des ministres a également fait le même constat. Seule la politique nationale d'aménagement du territoire pourra faire disparaître ces disparités. On revient ce soir sur les grands axes de cette politique à suivre dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Edem Soussoupon. Pour répondre aux attentes des Togolais qui placent beaucoup d'espoir dans la politique de développement participatif et inclusif mise en œuvre par les autorités togolaises, il est important que le plan d'aménagement directeur du territoire prenne en compte des données à même de déterminer les régions où il faudra construire des infrastructures de base afin d'améliorer le quotidien des populations et le cas échéant de corriger les disparités. La réduction des disparités régionales suppose l'émergence équilibrée des pôles de développement, la valorisation équilibrée du capital humain et une spatialisation des projets et programmes. La politique nationale de l'aménagement du territoire va à n'en point douter se baser principalement sur les potentialités de chaque région pour son propre développement. Les grands axes qui soutiennent cette politique d'aménagement du territoire, il y a d'abord la création de pôles régionaux de développement. Ça veut dire que les 5 chefs-lieux de région vont devenir des pôles de développement en compensation de la macrocéphalie de la ville de Lomé. Le deuxième axe, c'est la promotion de la décentralisation. Ça voudrait dire que toutes les ressources qui sont sur tous les territoires vont être valorisées pour permettre le développement de ces territoires-là. Et puis le troisième axe principal, c'est la promotion de l'intégration sous-régionale et régionale. C'est-à-dire que la politique prévoit des politiques sectorielles nationales qui vont être cohérentes avec les politiques sectorielles régionales et sous-régionales. Les schémas directeurs régionaux qui seront élaborés constitueront un outil de référence en matière de planification pour tous les acteurs de développement. Pour parfaitement réussir cette politique nationale d'aménagement du territoire et de réduction des déséquilibres régionaux, il sera créé un Fonds national d'aménagement du territoire destiné à assurer le financement des actions de développement. Des mesures incitatives sont également prévues en faveur des opérateurs économiques afin de les amener à investir dans les villes de l'intérieur. Ce fonds peut financer le secteur privé qui veut investir à l'intérieur du pays. Ce fonds peut financer les collectivités locales ou leur développement équilibré. Ce fonds pourra financer sur les ressources internes même de l'État. Surtout la loi 4 sur l'aménagement du territoire prévoit des mesures incitatives. Il est prévu essentiellement l'exonération temporaire des taxes et sur certains produits qui vont servir à l'implantation de ces entreprises-là, et aussi des taxes, l'exonération temporaire d'une façon globale sur les taxes et impôts pour leur permettre de s'installer dans de bonnes conditions. C'est pour les inciter à investir à l'intérieur plutôt que de chercher toujours à rester à Lomé. Et finalement, Lomé aura tout, mais à l'intérieur, il n'y aura rien. Il y a faute à faire si l'on analyse rien que les indices de pauvreté au niveau des régions. Par exemple, 60% dans les plateaux contre 48% dans la région maritime et 90% dans les savanes. Il existe une forte croissance démographique qui entraîne une plus grande sollicitation de l'État dans les secteurs sociaux. Le territoire est devenu aujourd'hui une préoccupation fondamentale en matière d'organisation et de gestion au même titre que les ressources du pays. Cette politique veillera donc à organiser l'utilisation de l'espace en fonction des normes et critères de développement, des richesses territoriales et de dynamique sociale. La
L'attente aura duré environ 3 semaines, 3 longues semaines. Les candidats au BPC connaissent désormais leur sort. Depuis cet après-midi, les résultats ont été proclamés avec des fortunes diverses pour les candidats, les admis bien sûr, les récalés aussi. Ramdan Bassina. Que ce soit au centre de cri de Kakaveli ou celui d'Agro-Centre, l'inquiétude se lisait sur les visages des candidats au BPC peu avant les résultats. À 15 heures, comme prévu, les résultats sont proclamés. Soulagement et joie pour certains. Je suis très heureuse. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je crois que mes parents seront fiers de moi. Et moi, je suis très heureuse parce que je rentre au lycée. Je suis très contente parce que c'est ma deuxième fois de passer au BPC. Moi, j'ai choisi la série B. Et pour d'autres, c'est la désolation. Comparativement à l'année dernière, le taux de réussite cette année est qualifié de positif, 63,37% sur toute l'étendue du territoire national. Au lancement du BPC, nous avions dit que 92 032 candidats étaient inscrits. Sur ce nombre-là, effectivement, 90 428 ont composé. Et parmi eux, 57 307 ont décroché leur BPC, ce qui fait un pourcentage de 63,37%. Il faut savoir que la région des Savanes a eu un taux de réussite de 76,62%, celle de la Cara 77,37%, celle de la Centrale 57,80%, les plateaux ont eu un taux de réussite de 55,76%, la Maritime un taux de réussite de 104,39%, et le Combiné Golf un taux de réussite de 61,53%. Mais il faut préciser que le Golf a le plus grand nombre d'admis puisque l'effectif des candidats de le Golf fait pratiquement le tiers de l'effectif des candidats. Le précieux faisant obtenir, les vacances seront sans doute belles, mais il faut déjà penser à une meilleure orientation. Les récalés doivent redoubler d'efforts l'année prochaine. Les résultats du bac 2, eux, sont attendus d'ici la mi-juillet. Fin de suspense donc pour les candidats au BPC. L'adrénaline, par contre, commence pour les candidats au concours de recrutement pour l'enseignement technique. Concours ouvert ce matin à Lomé. Il devrait permettre de renforcer les ressources humaines du ministère de l'enseignement technique. On fait le point avec Adolphe Paca. 4005 candidats sur toute l'étendue du territoire national postulent pour 300 places. Répartis dans 2 centres d'écrit Kara et Lomé, ils sont appelés à concourir dans 2 épreuves, l'option de spécialité et la culture générale. Au total, 49 spécialités inhérentes à l'enseignement technique et aux tâches administratives du département en charge de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'industrie. Ce geste du gouvernement vise un double objectif, à savoir résorber le chômage tout en assurant la relève de l'enseignement technique. Les retraités, ils sont nombreux à partir. Et d'autres encore sont sur le point de partir. Donc pour ne pas être dans des difficultés après, on commence par organiser ce concours. Dans le but de rapprocher l'école de l'apprenant, l'enseignement technique est implanté dans toutes les régions du pays à travers des lycées techniques et professionnels, des centres régionaux CRETFP et des centres de formation au métier qui chaque année accueillent des milliers de jeunes, aussi sur concours, mais eux autres candidats à l'apprentissage. Pas signalé dans le reste de l'actualité, cette visite de chantier. Une délégation de France Expertise Internationale était ce mardi sur le chantier de l'école de police en construction à Davier, à 30 km de Lomé. La délégation aura rencontré auparavant le ministre de la Sécurité, le colonel Yark. Reportage, Eric Dianipbo, Isidore Koubatine. Conduite par Berlanga Martinez, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, la délégation des représentants France Expertise Internationale, FEI, était à Davier dans la préfecture de Zior, où
où elle a pu constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'École nationale de la police, une initiative du gouvernement togolais pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre et de sécurité. Cette visite guidée a pu permettre à la délégation France Expertise Internationale de saluer les efforts du gouvernement dans la formation des agents de la police nationale. L'Union européenne a exprimé sa ferme volonté d'accompagner l'État togolais dans la finalisation de ces travaux. En tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, je suis très content de voir l'évolution de ces travaux et j'espère que cette visite, une fois de plus, va encourager le développement des travaux pour voir la fin de tous ces travaux, la mise en disposition du ministère le plus tôt possible. Et en tout cas, je pense qu'on a l'engagement, tant le ministre que moi, d'entamer d'ores et déjà cette coopération entre le Togo et l'Union européenne pour ce nouvel école de police. Le projet est financé par l'État togolais et exécuté par la société Seco Group. Enfin, Lomé est capitale en août prochain de la première édition du Festival africain de mode santé FAMS, une plateforme de mode au service de la santé. Une partie du fonds recueilli à cette soirée ira équiper les centres médicaux d'outils de santé. Rachel Aoukou pour la précision. 7 jours environ pour parler mode et santé. C'est du 18 au 24 août 2014. Il s'agit de la première édition du Festival africain de mode santé FAMS. Un rendez-vous entre artistes, créateurs, stylistes, médecins et public autour des questions de santé. Les promoteurs de ce festival veulent amener la mode au secours de la santé, sensibiliser la population sur les soins de qualité et surtout le traitement lié à la tension artérielle. Un tensiomètre qui ne coûte pas cher, mais tous nos centres en ont besoin. Tous nos villages en ont besoin. Si on peut passer par la mode et avoir quelques sources de financement pour acheter des tensiomètres, de bons tensiomètres, des tensiomètres de qualité pour mieux prendre en charge notre tension artérielle, ainsi éviter les complications qui en découleront. Je crois qu'il faut saisir cette chance qui nous donne. Marge de la sensibilisation sur les soins de santé, beaucoup d'activités vont meubler ce festival. À l'ouverture, jeudi au dîner de gala, nous allons présenter 4 défilés de mode, des grands stylistes de la place. On fera un défilé de tenues de soirée tout azimut. Donc en plus, il y aura un petit défilé des tenues d'infirmières, de pharmaciens et tout. On fera notre petite touche modéliste pour les médecins et on fera porter des verres médicaux parce que vous savez, la tension artérielle atteint aussi les yeux. 40% des fonds recueillis seront destinés à doter les centres hospitaliers de tensiomètres de balance afin d'équiper ces structures sanitaires et contribuer à la prévention de la tension artérielle. Fin de cette édition du soir, on se quitte sur les images de la cérémonie d'investiture de José Mario Vaz, le nouveau président de la Guinée-Bissau. Le Premier ministre Artem Maomezoulou a assisté à cette investiture. Il représentait le chef de l'État. On ne verra plus les images pratiquement selon donc la diffusion. Voilà tout pour ce soir. La météo, Cléo Sabine Poco pour ce mardi, 22h30. Nos dernières infos, Isidore Koubatide. Je vous laisse en compagnie d'Alfred Colani et ses consultants pour la soirée foot mondial Brésil 2014 et ce match Côte d'Ivoire-Grèce. On croise les doigts. Excellente fin de soirée chez vous.